Merci à vous, Priscilla Badioko, Maître Alfred Maïcha. Je rappelle que vous êtes député national élu de Bukavu au Sud Kivu et porte-parole de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez voté contre la motion de défiance. Comment vous réagissez à cette défiance hier mercredi du ministre de l'économie par les députés nationaux? Merci beaucoup, Guy Matin. La question de la motion de défiance. Si vous lisez notre règlement intérieur et la Constitution de la République démocratique du Congo, ça fait partie des mécanismes ou des moyens de mise en cause de la responsabilité des membres du gouvernement devant l'Assemblée nationale. La question, c'est de dire qui peut mettre en cause la responsabilité des membres du gouvernement. La réponse est simple, ce sont les députés nationaux. Et jusque-là, les choses se sont bien passées, la procédure a été respectée. Ça n'a pas été respecté, évidemment, en amont, parce que il nous a été rapporté que sur la liste des signataires, il y a des non-députés, notamment le numéro 34, qui s'appelle, selon qu'il a signé, il signe comme Honorable Lumbala Nkoye. Quand vous vérifiez sur la liste, même actualisée, des membres de l'Assemblée nationale, il n'en fait pas partie. Qu'est-ce qui peut nous assurer qu'il est le seul? Et la conséquence, c'est quoi, à votre avis? Ok, la conséquence, c'est quoi? La fraude corrompt tout. Imaginez-vous, Guy Mater, je suis avocat. Vous devez faire une requête au nom de votre client. Votre client vous donne une procuration à 3 avocats. Mais sur cette procuration, on trouve un qui n'est pas avocat. Mais vous signez cette requête à 3, dont un non-avocat. Est-ce que le tribunal peut recevoir cette requête-là? Eh bien non. Est-ce que cela explique les sursis que vous avez sollicités de l'examen de cette motion? Ce n'est pas moi qui l'ai sollicité. C'est la Constitution qui l'oblige. Et qu'est-ce que vous avez souhaité, Maître Maïcha? Ce n'est pas moi qui souhaite. Qu'est-ce que la Constitution nous demande de faire? Ce n'est pas Maître Maïcha qui parle. Qu'est-ce que la Constitution demande qu'on fasse à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Lorsque le président se rend compte que la matière sur laquelle l'Assemblée est appelée à statuer est une matière pour laquelle il existe un procès en cours, la conséquence c'est de dire, écoutez, on attend que le juge nous dise, parce qu'hier nous avons voté, qu'adviendrait-il si demain la Cour saisie dit qu'effectivement ce document est un faux? Alfred Maïcha, on sait que vous avez proposé cette démarche-là, vous avez sollicité compris sur soir à l'examen de la motion. Il y en a qui ont pensé qu'en prenant une telle initiative, vous avez cherché, n'est-ce pas, au-delà des questions des droits qui sont évoquées ici par vous, vous avez cherché plutôt à sauver la tête du ministre de l'économie. Non, parce que je ne pense même pas que ceux qui ont agi autrement voulaient seulement les noyer. Non, j'ai voulu faire mon travail. Nous sommes les législateurs. C'est nous qui votons les lois. C'est nous qui devons les respecter. Et donc, nous avons trouvé des irrégularités, notamment celle-là, mais nous avons trouvé également un traitement pas assez orthodoxe. En effet, ouvrant la séance sur la question, le président de l'Assemblée nationale a annoncé que le collègue Claudel lui avait déjà écrit pour lui informer qu'il y a des non-députés qui ont signé. Et il a été donné à notre rapporteur de lire intégralement cette lettre-là. Mais lorsqu'il a annoncé la lettre que le ministre lui a adressée, il ne l'a pas fait lire. Et il ne l'a pas distribuée non plus. Comment vous interprétez cela? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'interprète? Je vous narre les faits, à vous de tirer les conclusions. Il n'a pas non plus distribué la plainte qui était annexée, alors que le règlement d'ordre intérieur nous dit que toute pièce sur laquelle doit porter un débat devant l'Assemblée nationale doit se trouver entre les mains de 500 députés. Votre collègue qui a annoncé venait de parler d'un vote sans débat. Où est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est la violation du droit de la défense. En effet, lorsque une personne est mise en cause, vous devez l'entendre dans tous ses moyens de défense. Oui, le porte-parole des motionnaires a lu la motion. Oui, le ministre y a répondu. Mais le règlement intérieur ne dit pas qu'on doit s'arrêter là-bas.
on doit ouvrir les débats. Parce que quand on ouvre les débats, certainement qu'il y a des élus du peuple qui avaient des moyens complémentaires à adresser aux collègues pour faire comprendre, notamment certaines illégalités flagrantes. Ils n'ont pas eu les moyens de le faire à la faveur du ministre concerné. Évidemment, il y en a d'autres qui auraient pu l'accuser sur place. Donc, ayant passé outre les débats, on a violé les droits de la défense. Et puis, je vais vous faire rigoler, Guy Martin. Maître Maïcha qui vous parle, député national, j'étais un des co-scrutateurs. Donc, c'est nous qui avons organisé ces élections-là. Chaque député allait voter, on coche son nom. Au retour, il met son bulletin dans l'urne. Quand nous avons fini, nous devrions compter les nombres des noms des députés qui ont effectivement pris part au vote. Le président a refusé. Est-ce que ça se Alfred Maïcha, c'est quoi les dessous des cartes? Donc, comment expliquer que les députés puissent agir en violant les procédures qui sont censées connaître? C'est quoi, selon vous, les dessous des cartes? Non, je ne suis pas juge des intentions des gens. Je respecte tous mes collègues, toutes tendances confondues, surtout les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas entrer savoir dessus des cartes. Je ne suis pas venu pour ça. Mais je constate, je relève que la procédure n'a pas été respectée parce qu'en effet, en refusant de confronter les nombres de lits cochés sur la liste au nombre de bulletins que nous avons trouvés dans l'urne, qu'est-ce qui nous rassure qu'il n'y en a pas eu qui ont voté 2-3 fois? Parce qu'en effet, Guy Martin, en dépouillant, nous avons trouvé des lots de 4 ou 5 bulletins qui sont enfermés ensemble comme ça. Et donc, cela veut dire que vous soupçonnez des tentatives de fraude? Bon, je ne dis pas que je les soupçonne. Est-ce que ça ne se constate pas? Voilà, alors, s'il faut revenir au vote qui a été fait hier, 277 députés ont voté pour la motion de défiance. La plupart de ces députés sont tous membres de l'Union sacrée de la Nation qui ont sanctionné un ministre membre de l'Union sacrée de la Nation. Alfred Maïcha, peut-on dire qu'à travers cette déchéance du ministre de l'économie, les députés membres de l'Union sacrée de la Nation viennent de remettre en question toute la politique économique du gouvernement Sama Lukonde? Toute la politique économique du gouvernement, oui, en effet. Et c'est là que si jamais on devait aller au fond, j'allais dire, mais écoutez, vous poursuivez celui qu'il ne faut même pas poursuivre. Parce que dans la structure du prix, le ministre ne viendra pas, il prend un arrêté, il dit vendez un litre de carburant à $1. Non. Il doit se concerter avec les autres membres du gouvernement concernés. Il y a rareté de tels produits que nous ne produisons pas. Nous devons les trouver chez les voisins. Ailleurs, on joue sur quoi? On joue sur la fiscalité. Est-ce que le ministre de l'économie, c'est lui qui peut diminuer le taux de la douane, le taux de la TVA, le taux des autres taxes et consorts de la DGRAC? Non. Donc, en effet, pour moi, si on devait être correct, c'est le Premier ministre qui devrait être invité pour nous expliquer, Monsieur le Premier ministre, nous sommes en période de crise. Quelles sont les mesures incitatives que vous avez prises pour permettre à ce que les produits de première nécessité ne galopent pas les prix? Ça, c'est une question pertinente et pour moi, ça mérite d'être posé plutôt au Premier ministre qu'au ministre de l'économie. Mais s'il y a, en tout cas, des co-sociétaires de l'Union sacrée qui veulent se régler des comptes entre eux en termes de leadership à gauche, à droite, ça, Maître Maïcha, ça ne me concerne pas. Je peux pas entrer dans ces jeux. S'il faut prendre la dimension politique de cette déchéance, vous êtes membre de l'UNC, parti politique membre de l'Union sacrée, vous vous opposez à la démarche de votre collègue membre de l'UNC parce qu'en fait, l'auteur de cette motion est aussi cadre de l'UNC. Cela reflète quoi, Alfred Maïcha? Est-ce que ça reflète une certaine divergence de vie au sein de votre parti politique INC ou alors c'est plutôt une certaine crise au sein de l'Union sacrée de la Nation? Je pense pas. Parce que ni mon collègue Mbindoulé ni moi-même, personne n'a agi au nom du parti. Nous avons tous et chacun agi comme députés nationaux selon les convictions qui sont les nôtres. Sauf en ce qui me concerne que avant et après, je suis resté en contact permanent avec le président national, quoi qu'il était au soin, avec le secrétaire général du parti et l'ensemble des collègues députés nationaux de l'UNC. Nous n'avons pas trouvé, en tout cas, une orientation quelconque venant de la hiérarchie de notre parti qui nous invite à pouvoir soutenir la motion. Et donc l'honorable Mbindoulé est passé outre la position de l'UNC?
Je ne vous ai pas dit que l'UNC a pris une position là-dessus. Mais dans tous les cas, les contacts que j'ai eus avec la hiérarchie du parti, il n'y a personne de chef de mon parti qui m'ont dit qu'il y avait une consigne de soutenir la motion. Monsieur Tony Tchermani, bonjour. Bonjour, monsieur Gia. Cette décision concerne quelle catégorie des dépôts? Cette décision concerne les deux catégories de dépôts. Il y a les dépôts clandestins, ça veut dire des dépôts qui ne sont couverts par aucun titre, ni un permis, ni une autorisation de transport-stockage. Et la deuxième catégorie, c'est des dépôts hors normes. Ça veut dire pas de respect des normes d'hygiène, de sécurité, de santé et technique. Voilà. Alors, la décision intervient quelques jours après l'incendie déclaré au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Donc, il aurait fallu qu'il y ait mort d'homme lors de cet incident pour que les ministères des hydrocarbures se réveillent de son sommeil afin d'assainir, au fait, les secteurs. Non, nous n'avons pas attendu que l'incendie se fasse. Personne ne peut prévoir, personne ne peut planifier qu'il y ait un incendie comme ça. Mais vous vous souvenez déjà, le ministre avait déjà pris une série de mesures d'assainir le secteur aval pétrolier. Mais j'avoue que l'incendie est peut-être venu accélérer ce processus d'assainissement du secteur aval pétrolier. Est-ce une décision structurelle ou conjoncturelle? C'est les deux, hein, c'est les deux. Parce que là, nous sommes en train d'attaquer d'abord les problèmes conjoncturels. Mais c'est structuré dans la mesure où l'assainissement, le processus de l'assainissement de l'aval pétrolier, c'est structuré, ça tire sa source de la loi. Nous devons appliquer toutes les mesures édictées par la loi et ça va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et cette opération prend-elle en compte aussi cette problématique des stations installées aux côtés des maisons d'habitation? Exactement. Nous en avons même fermé un le week-end à Calam. Oui, il s'agit d'un dépôt qui s'appelle l'IDAME. C'est vérifiable. Ce dépôt c'est un dépôt clandestin. Aucun document, aucun titre, mais il fonctionnait normalement. Nous l'avons fermé. Alors, les dépôts qui ont des problèmes avec des produits non marqués ne se retrouvent pas seulement à Kinshasa, mais à travers le pays. Et cette opération devra s'étendre à travers le pays? Oui, ça va s'étendre. Il faut déjà faire le distinguo. Le programme de marquage, c'est un programme spécifique. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire consommer sur le marché les produits pétroliers qui payent toutes les taxes à l'État, la fiscalité, la parafiscalité à l'État. Alors nous l'identifions à partir de cette molécule invisible qu'on injecte dans les produits et qu'on injecte en amont avant la sortie des produits d'un entrepôt comme CEP, par exemple, ou les RESCOM, et on retrouve cette molécule sur le point de vente des produits, de consommation des produits. Et il y a deux types de molécules, il faut déjà que je les dise. Il y a des molécules qu'on injecte pour marquer les produits qui vont sur les lieux de commercialisation de la vente, mais il y a des molécules qu'on met pour des produits exonérés. Par exemple, si la Monisco a ses produits pour ses propres camions, qui sortent les produits qui partent de CEP, par exemple, on va mettre un marqueur qui indique que c'est un produit exonéré, qui ne peut pas se retrouver sur les lieux de vente. Alors lorsque nos équipes arrivent, la brigade arrive par exemple dans une station ou dans un point de vente de consommation, on essaie de faire ce test-là. Si on trouve le produit exonéré qui se retrouve là, c'est une infraction. Donc ça c'est le programme qui est... Donc vous affirmez qu'il y a une brigade dans les secteurs pétroliers, dans les secteurs des hydrocarbures, qui travaille au quotidien. Il y a une brigade qui travaille au quotidien. On le retrouve souvent à Kassangolo. Oui, il est là, la brigade elle est là. Non, il faut distinguer. Là, je voudrais qu'on distingue les deux programmes. Le programme de marquage, je vais dire, c'était un programme, nous étions en phase de sensibilisation. C'est terminé la phase de sensibilisation. Nous avons les barèmes de sanctions. Nous sommes maintenant passés en phase répressive. C'est comme ça que vous voyez, nous commençons à arrêter avec amende là-dessus. Mais alors, en ce qui concerne l'autre aspect, ça veut dire le respect des normes. Il y a une brigade, la task force vient d'être émissionnée. Mais c'était d'abord précédé des mesures que le ministre avait déjà communiquées aux opérateurs pour dire attention, il y a ces mesures qu'il faut respecter. Mais vous savez, toute mesure qui est prise, ça doit être suivi justement d'une telle brigade qui puisse assurer le suivi de cette mesure-là. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Mais une fois encore, personne n'a prévu l'incendie qui est arrivé et nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres incendies. C'est ça notre objectif pour le moment. Et les opérateurs doivent comprendre que nous sommes là, non pas pour les tracasser, mais pour que tout le monde soit en paix. Nous devons faire en sorte que les activités dans les secteurs des hydrocarbures garantissent la sécurité des personnes et des biens, la sécurité publique. Qu'est-ce qui garantit que cette équipe ne sera pas corrompue? Encore une fois, ce qui va garantir, c'est que l'instruction que le ministre a donnée, le ministre est très ferme. La Hydro Task Force est mise sur pied, non pas pour pouvoir marchander, transiger sur les dispositions de la loi, c'est pour faire appliquer les dispositions de la loi. Monsieur Tony Tchermani, conseiller technique aval du ministre des Hydrocarbures, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Au lendemain de sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale,
L'ancien président anti-intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, a échangé ce vendredi 1er avril avec le président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy. Si rien d'officiel n'a filtré de cette rencontre, l'on croit savoir que ces deux personnalités ont pendant plus de 3 heures d'entretien passé en revue la situation politique du pays. Un homme politique aguerri, le président du CENSA a certainement partagé son expérience politique riche en épisodes avec ses députés nationaux qui a traversé une zone de turbulence politique au sein de son ancien parti politique UDPS avant de se retrouver en solitaire. Des échanges qui, à coup sûr, vont augurer de lendemains meilleurs pour cet homme d'État.